3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gabriel Caraboulade est à nos côtés, le directeur adjoint des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Grégoire. Nathalie Benatia nous accompagne, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Et Léa Dauphas est également à nos côtés, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Léa, que dire de ce début d'année et est-ce que l'idée de la résilience macro reste une idée directrice pour 2026 ? On a le sentiment quand même que face au degré d'incertitude géopolitique, institutionnelle, commerciale, qu'un Donald Trump peut injecter dans le système monde, face à cela, il y a quand même des éléments qui compensent et notamment peut-être une croissance qui change de nature, guidée par les investissements. Est-ce que c'est ça qui explique la résilience macro et la résilience des marchés aussi derrière ? Oui, je pense qu'en fait, les idées de 2026, c'est qu'est-ce qu'on tire des leçons de l'année passée. Et en réalité, ce qu'on se rend compte dans les anticipations de l'année passée, on a eu vraiment ce gros creux en avril où tout le monde a revu à la baisse, mais quand on se positionne fin 2025 par rapport à début 2025, le scénario est inchangé malgré toutes les péripéties qu'on a connues autour de cette année. Les péripéties, limite mes termes. C'est un understatement. Exactement. Et donc l'idée, c'est de se dire, en gros, il y a deux voies dans le scénario, et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans le consensus. C'est soit on n'a pas vu les effets de 2025 et ils arrivent sur le scénario de 2026, ou celui de se dire, non, en réalité, c'est une new normal. Moi, je suis plutôt dans cette séquence-là, de dire, en réalité, c'est à la fois de la coercition, du rapport de force, mais qui fonctionne. C'est doublé, effectivement, avec cet effet investissement, IA, productivité. On a une inertie budgétaire qui est latente et même des expansions budgétaires dans la plupart des économies. Et en réalité, tout ça, malgré les éléments de conjoncture, malgré le cycle, c'est un peu des éléments d'ancrage. Et donc, dans certaines certitudes, résilions avec de l'ancrage, raisonnons avec de l'ancrage. Donc, c'est une inertie budgétaire. C'est des contraintes, effectivement, de croissance, mais en réalité, la productivité va compenser les effets négatifs. Alors, c'est effectivement plus vrai aux États-Unis que ça peut l'être en Europe. On a des banques centrales qui sont quasiment au plancher. Et donc, en gros, tout ça se maintient. Et c'est-à-dire que malgré de la volatilité, malgré des événements qui vont continuer à se matérialiser, c'est bien ce que nous a montré Trump en ce début d'année, en réalité, tout ça fait qu'on est dans une sorte de scénario dans le new normal, dans lequel même ces éléments de crainte, en réalité, sont un peu compensés par des facteurs non cycliques qui permettent d'entretenir une croissance et d'avoir une croissance, au final, très bonne cette année, malgré cet environnement d'instabilité. C'est quoi la stabilité de cet équilibre, en l'occurrence, à terme Alors, en fait, la vraie question, c'est jusqu'à quand ça fonctionne. Ouais. Et donc, il faut réfléchir en canaux de transmission. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les canaux de transmission, c'est les questions de confiance. C'est nécessairement cette question de bulia et d'investissement et de productivité. Et puis, c'est cette question... au final, cette question de crédibilité, crise institutionnelle ou autre, ça, c'est typiquement les questions de primes de terme, de marché obligataire. Le changement de régime, c'est un changement macro, c'est plus tant le cyclique, plus tant les contraintes cycliques, en fait, qui vont relever le scénario, mais en réalité, des facteurs de fond qui sont là pour rester. Mais dans ces points d'ancrage, il y a aussi ces questions, crédibilité institutionnelle, inertie budgétaire, c'est des primes de terme qui augmentent, c'est un coût du capital qui est structurellement plus élevé, et c'est aussi un régime de taux long qui change. Et c'est un peu ça, pour nous, les prochains trimestres, voire même les prochaines années, en réalité, si je m'étends, c'est des croissances au-dessus du potentiel. Pour la plupart des économies, en zone euro, on aurait 1,4% cette année, les États-Unis 2,5%, mais c'est quand même des croissances au-dessus du potentiel pour la zone euro. Une inflation qui est stabilisée, alors avec un risque qu'elle devient haussière, et puis des taux d'intérêt qui aussi changent de régime, et c'est un peu les points d'ancrage et cette instabilité, en réalité. Si on se positionne tous par rapport où on était en début d'année dernière, en réalité, on l'a acté maintenant. On sait que ça devient en réalité l'instabilité devient visible. Ça devient un élément clé du scénario et on fait avec. Mais ça veut dire qu'on arrive quand même au bout du processus de découverte du prix de ce new normal, comme vous dites. On a voulu pricer la rupture à Liberation Day et en fait, on s'est aperçu, comme vous le dites très bien, Léa, que c'était pas une rupture qui nous attendait, mais que c'était un changement ou une transition vers un autre régime. Alors, on appelle ça le New Order, le Nouvel Ordre Mondial, etc. Bref, chacun met la terminologie qu'il veut là-dessus. Mais que c'était plus un processus continu, en fait, de transition vers un nouveau schéma, un nouvel environnement. En fait, c'est effectivement le New Order géopolitique. Et on a mis un prix, là, vous parlez des marchés macro, là, des marchés obligataires. On a réussi à mettre le bon prix sur ce nouvel environnement ou on est encore en découverte? Non, je pense qu'aujourd'hui, les marchés n'ont pas encore et on le voit bien, le point clé, c'est le pricing de la Fed aujourd'hui. Le marché a un pricing de Fed, une baisse en juin, une baisse en décembre. La baisse de juin, c'est de dire, on laisse passer le changement de Powell, on voit ce qui se passe, on actualise les taux, on va chercher un taux neutre l'année prochaine, en fin d'année.
En réalité, si on ne se trompe pas sur le scénario et si on a un boost de croissance, la Fed elle devrait monter les taux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans cette position... Difficile de dire qu'elle est restrictive encore aujourd'hui. En tout cas, avec un scénario de reprise de la productivité, oui, la Fed aurait limite intérêt à aller chercher un scénario aussi en fin d'année. Et donc, on voit bien que ce marché, en tout cas, a du mal encore à pricer ce changement de régime, qu'on n'y est pas encore. Mais petit à petit, c'est des choses qu'ils font. Encore une fois, c'est les points d'ancrage. C'est les primes de terme plus élevées, les taux d'intérêt qui augmentent. Et malheureusement, je suis économiste, mais on va dire le cycle, la macro, on s'en fiche. En réalité, cette productivité drive le cycle aujourd'hui et absorbe ces chocs. Gabriel, qu'est-ce que ça implique là d'un point de vue de marché? Vous achetez l'idée d'un new normal, d'un nouveau régime de marché, et dans ce nouveau régime, qu'est-ce qui change concrètement? Léa nous dit que les points d'ancrage sont plus les mêmes. Je crois qu'on l'a vu encore avec ce début d'année. La semaine dernière a vu beaucoup de volatilité sur des devises clés comme le yen, comme les taux longs également, qu'ils soient japonais ou autres d'ailleurs. On achète cette nouvelle normale avec 2 bémols sur lesquels on va être très attentif. D'une part, c'est le consommateur américain qui montre certains signes de faiblesse. Et qui reste important quand même dans ce nouvel environnement, ce nouvel ordre qu'on essaye de décrire. Très important. Et quand on voit... Scott Bessent disait que c'était un spillover de ce qui s'est passé au Japon sur les taux longs américains. La journée du 20 janvier, c'est ça. Là, en pratique, c'est pas... On peut pas uniquement mettre cette hausse des taux longs américains sur le dos des Japonais, c'est également une défiance vis-à-vis de ce qui peut se passer du côté de la Réserve fédérale, donc attention sur ce point-là. Du côté de l'Europe, je rejoins ce qu'a dit Léa sur cette nouvelle normalité et sur le fait qu'on n'aurait pas forcément un clash par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment sur le Groenland. La limite, ça va être, je vais reprendre les mots du ministre de l'économie belge, qui disait qu'il y a une différence entre la vassalité heureuse, ce qui était précédemment le cas, et la soumission humiliante. Et donc, on voit que tant qu'on reste du domaine de la vassalité heureuse, les choses se passent plutôt bien, et c'est plutôt notre projection, c'est qu'on reste dans ce domaine-là. Et à l'inverse, si Trump va dans les excès, à l'image de ce qui s'est passé sur le Groenland, là, on peut avoir une escalade et un clash, puisque ça a plutôt bien réussi aux Européens sur la séquence de ces dernières semaines et de Davos. Donc attention aussi de ce côté-là. Ça veut dire quand même, oui, en un an, le logiciel européen a quand même sacrément changé. Moi, je me souviens des discours portés, y compris par Christine Lagarde elle-même, au moment de l'offensive tarifaire de Donald Trump l'an dernier. Le discours officiel était de dire « Attention, les Européens n'ont aucun intérêt à s'engager dans une surenchère, le tit for tat, l'escalade permanente sur le plan des tarifs. » Et encore une fois, même Christine Lagarde, alors sortant peut-être un petit peu d'ailleurs de son rôle, avait tenu ses propos en pleine page du Financial Times. L'ambiance a quand même changé, donc du coup, vous dites... L'ambiance a changé. On a des gardiens du temple. On pense à Rutte, donc l'ancien Premier ministre néerlandais qui est aujourd'hui directeur de l'OTAN et donc qui continue dans cette tendance d'appeler Donald Trump Daddy ou de rester extrêmement atlantiste dans son approche. C'est quelque chose que les Européens centraux et l'Europe de l'Est a plutôt envie de suivre. Ouais. Ils ne le suivront pas jusqu'à l'humiliation. Donc si les Américains, et c'est plutôt notre anticipation, arrivent à garder un point d'équilibre, les choses peuvent rester comme elles sont, avec plutôt de bonnes surprises d'un point de vue économique et pas d'escalade d'un point de vue géopolitique. Ouais. Donc plutôt positif, c'est notre prévision au moins pour 2026. À plus long terme, il faudra voir également qui sera nominé à la tête de la Fed et si justement la politique monétaire américaine restera du domaine du raisonnable ou pourra aller dans des excès et créer des bulles. Et ça, effectivement, je reviens à votre premier point. On ne peut pas mettre tout sur la hausse des taux japonais la semaine dernière. Je veux dire, le risque américain ou l'incertitude américaine y a contribué également à travers... Alors, vous parliez de la Réserve fédérale américaine. Oui, l'inconnu du nom du futur président. Oui, d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a une gamme de scénarios ouvertes en fonction du nom qui sortira, entre guillemets, du chapeau de Trump. Sur le nom... Puisque c'est Rick Rieder maintenant qui semble faire la course en tête. Je m'avancerai pas trop. Je pense que notre scénario central, en tout cas avec la Réserve fédérale américaine, garde une politique plutôt modérée et respectueuse des anticipations de croissance qu'on a cohérente évoquées avec la réalité économique telle qu'on la vit aujourd'hui. Exactement. Mais un nom comme Kevin Hassett, je pense à Hassett en particulier. Ouais. Pas forcément l'autre Kevin qui est plus raisonnable, mais
Kevin Hassett, lui, pourrait amener plus d'incertitude de ce côté-là, avec un côté de Trump. voir que visiblement, il a été écarté, ou lui-même en tout cas décrète qu'il est sans doute un peu hors jeu. Mais aujourd'hui. Tata, alors oui, non. Faut que j'explique, mais j'ai expliqué depuis 2-3 jours. C'est un économiste américain, Ethan Harris, qui a suggéré cet acronyme face au TACO. C'est le TATA, c'est Trump Always Tries Again. C'est-à-dire que derrière le TACO, il y a quand même toujours l'idée que Trump revient à la charge en permanence dès que la moindre faiblesse ou la moindre faille peut apparaître ou réapparaître. Vos commentaires, bien sûr, Nathalie. Et puis, encore une fois, comment on intègre cette variable Trump? Mais voilà, je mets beaucoup sur Trump, mais il n'y a pas que ça. Les efforts de relance au Japon, visiblement, bousculent aussi une certaine orthodoxie des marchés. Enfin, il y a plein de phénomènes qui se conjuguent. Comment on intègre ces variables dans un jeu de prévision économique aujourd'hui? Bien que macroéconomiste tendance intégriste, moi je pense qu'il faut de plus en plus s'intéresser à ce que font les entreprises. Typiquement, quelque chose qu'on a raté l'année dernière, quand on a fait tous baisser nos prévisions de croissance, c'était la réaction des entreprises. Et cette réaction des entreprises a eu lieu, d'abord dans l'urgence, parce qu'il fallait agir, exporter ou importer avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Et puis, tout au long, il y a des recompositions, on déroute le commerce, on va chercher de nouveaux débouchés, c'est le cas de la Chine, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qui a été sous-estimé. Et un autre élément... J'ai l'impression, excusez-moi Nathalie, mais j'ai l'impression qu'on sous-estime chroniquement cette capacité d'adaptation, de résilience des entreprises. Ce que vous dites de l'an dernier, on pouvait le dire aussi de la crise ukrainienne, on pouvait le dire encore plus de la crise Covid. Oui. Mais là, on a vraiment eu le nez dedans très rapidement, si j'ose dire. De la même façon, quelque chose qui relève aussi les décisions des entreprises, c'est l'investissement autour de l'intelligence artificielle. Et ça aussi, ça a été sous-estimé, ça a beaucoup soutenu la croissance. Et il n'y a pas de raison d'imaginer que ça ne devrait pas continuer cette année. Donc il y a vraiment ce point microéconomique finalement qui est important à surveiller. Parce que sur le géopolitique ou sur les décisions de la Maison-Blanche, c'est difficile d'établir des scénarios vu que ça change toutes les 2 heures à peu près. Mais quand on parle du changement de nature de la croissance, on passe d'un monde où la consommation était centrale à un monde où on veut remettre de la production et de l'investissement. Oui, vous dites, là, le rôle macro des entreprises va être clé. Bien sûr. Et sur l'IA, puisque c'est le sujet, l'investissement, les investissements massifs, on n'en est pas encore à imaginer des vulnérabilités ou des fragilités qui obligeraient à peut-être réviser le scénario macroéconomique. Alors, des fragilités sur l'IA, on a eu c'était en septembre dernier, cette étude d'une branche de Harvard qui a sans doute été un peu mal comprise, qui disait, en gros, on investit dans l'IA et puis on n'a pas de retour. Oui. On investit dans l'IA depuis 2 ans, en étant généreux. Donc, c'est normal qu'il faille un peu de temps. L'autre question, c'est sur l'emploi. De la même façon, on n'a pas encore les réponses. Ce que disent les entreprises dans le cadre du Beige Book, là, ces informations qualitatives que remontent les Fed régionales, c'est on investit dans l'IA pour voir. Là, en ce moment, on n'a pas trop envie d'embaucher parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on investit dans l'IA et on va voir ce que ça donne. Donc, on est vraiment dans une phase de découverte, exploratoire, absolument. Ah ouais. Bon. Sur la réserve fédérale américaine, puisque ça va être quand même le sujet de la semaine, pas de décision attendue. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Jérôme Powell ? Alors, Jérôme Powell, il va sûrement avoir énormément de questions sur le thème « Est-ce que vous restez après ?» D'ailleurs, ça, c'est assez amusant. Alors, moi, j'ai essayé de... Est-ce qu'il restera en tant que gouverneur jusqu'en 2028 c'est ça la vraie question pour Powell. Alors, moi, j'ai essayé de baptiser ça un petit peu une sorte d'effet Streisand, là, cette histoire d'enquête criminelle qui a été diligentée contre sa personne. Pourquoi effet Streisand ? Parce que ça s'est passé sur Internet. Donc, c'est pas tout à fait un effet Streisand, mais dès le dimanche, il a dit voilà, je suis potentiellement sous le coup d'une accusation criminelle. Et donc, l'effet, ça a été que tout le monde s'est mis à le soutenir, y compris des élus républicains, y compris ce sénateur qui siège à la commission bancaire et qui a dit moi, tant qu'il y a cette histoire, je ne validerai aucun autre nom. Donc, pour l'administration Trump au sens large, parce qu'il paraît que même cette initiative ne viendrait pas directement de l'administration Trump,
on saura peut-être, c'est vraiment très contre-productif. Et donc, il y a cette question, effectivement, est-ce que Powell va continuer à siéger au board tant que son mandat de membre du board va... Généralement, ils s'en vont. Généralement, dans l'histoire, ils sont tous partis une fois que le mandat de président a été achevé. Il y a eu une exception. Voilà. Honnêtement, moi, je serais lui. Je resterai pas. Hein. Alors, il y a une nouvelle théorie, c'est que... Oui, je serais lui, je resterai pas, j'en sais rien. S'il considère que... Voilà, s'il considère que c'est son devoir, absolument. Il y a un service... C'était d'ailleurs le sujet, de sa vidéo de 2 minutes. Alors, il y a même une nouvelle étape qui a été franchie, c'est les membres du board pourraient le renommer directeur du FOMC. Ouais. Voilà, donc on est... Là aussi impossible. Il va pas le dire demain soir. Hein. Ça fait quand même pas mal de temps que. Parce que c'est ça. On peut avoir un président du FOMC qui soit différent du président de la Fed. Voilà, oui. Sur le traditionnellement, le président de la Fed est également président du FOMC. Ça n'a jamais dû arriver. Le jeu et la lisibilité de la Fed un peu compliqué quand même pour dire les choses. Même si on adore suivre ça, j'avoue qu'au bout d'un moment. C'est-à-dire que Fed Watcher va redevenir un vrai métier. Parce que pour le moment, on lit les communiqués, on écoute la conférence de presse. C'est à peu près ça. Apparemment, on parlait de Fed Watcher parce que c'était des techniques sur le marché monétaire, donc il fallait vraiment comprendre ce qu'il voulait faire. Mais fermons cette parenthèse. Une autre possibilité, s'il décide de rester, c'est qu'il soit une sorte de shadow Fed Chair. Voilà. Honnêtement, moi, je suis pas du tout dans sa tête. Je pense que ce serait une position quand même compliquée à tenir. Hein. Après, faisons l'hypothèse qu'il s'en va comme la plupart des présidents avant lui. Les décisions du FOMC, ça reste des décisions du comité. Il n'y a pas de voix prépondérante. Traditionnellement, comme dans toutes les banques centrales, c'est un consensus. C'est un consensus. Le président essaye de trouver un consensus. Dans la Fed, ça a marché très longtemps, mais si on pense à la Banque d'Angleterre, les votes 4-5, 5-4, ça arrive tout le temps. Et on s'y est à peu près habitué. Alors, c'est pas la même importance d'économie, mais on peut imaginer qu'on serait dans cette situation, avec toujours cette dichotomie, enfin, pas toujours, mais cette dichotomie récente entre les présidents de banques régionales qui sont très préoccupés par l'inflation et le reste du comité qui est dovish à neutre. Dovish étant Miran essentiellement et vraisemblablement le nouvel arrivant. Ouais. Comment est-ce que tout ça va se traduire ? C'est-à-dire, d'un côté, alors, il y a les pressions politiques. On décrit beaucoup celles que subit la Fed aujourd'hui, mais je crois que les pressions politiques sur les banques centrales, elles sont quand même partout aujourd'hui. On pourra peut-être parler du Japon, mais même la BCE n'y échappe pas d'une certaine manière. Entre les pressions politiques et la réalité économique, comment les arbitrages monétaires vont se faire, sachant qu'on a d'un côté de l'hémisphère, au Japon, une banque centrale qui est toujours sur une voie de normalisation graduelle à la hausse. Côté américain, une Fed qui, légitimement, pourrait rester sur une voie de normalisation à la baisse. Et puis, au milieu de ça, une banque centrale européenne qui, pour l'instant, se sent très à l'aise dans un statu quo qu'elle pourrait prolonger pendant encore plusieurs mois. Je ne dis pas que c'est désynchronisé, mais c'est quand même pas tout à fait les mêmes schémas ici et là dans de grandes économies. Non, je pense que c'est le bon terme, parce qu'en réalité, même si les banques centrales sont proches du point bas, alors Japon mis à part, en réalité, les mouvements sont très différents. La Fed, alors est-ce que c'est 0, 1 ou 2 ? Nous, on a encore 2 baisses de taux de la Fed, mais on voit bien que les pressions peuvent être à la fois orientées à la baisse ou à la hausse sur le scénario. À la baisse, si effectivement on a une Fed qui... Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense que, les réponses de la Cour suprême au procès de Lisa Cook, cette posture de Powell, le fait qu'ils ont quand même validé les membres régionaux, qui sont des membres tournants, qui sont revenus. Et encore une fois, si on commence, il y a un papier très intéressant qui est sorti sur qu'est-ce qui se passe quand on attaque l'indépendance de la Fed. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est des mouvements dans lesquels les anticipations d'inflation décrochent durablement, dans lesquels les taux courts et les taux longs ne répondent plus, c'est-à-dire que vous avez beau baisser vos taux courts, vos taux longs ne répondent plus, et vos taux longs augmentent, et surtout dans lequel il n'y a pas d'impulsion économique. Donc toute cette logique de Trump de se dire je vais faire baisser les... Oui, bien sûr. Ça ne fonctionnera pas. Des objectifs qui poursuivent. Et ça augmentera en plus ces questions de taux mortgage, on en revient aux questions de affordability. Donc je pense que la Fed va être plutôt dans cette posture attentiste de comment on fait.
mais avec le biais, est-ce que l'inflation revient, est-ce que la croissance revient? Très vite, en réalité, fin d'année, début d'année prochaine, ça pourrait être la question, est-ce que la Fed retend? Et donc on a une Fed pivot, mais qui peut être séparée entre les deux voies. On a une BCE qui en attente. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la BCE attend, la croissance européenne est au potentiel. L'inflation va atteindre autour de 1,5, 1,6 cette année, mais en réalité, l'année prochaine, on revient à la cible. Donc la BCE est plutôt en attente. Il y a la question de changement du board aussi qui va arriver. Oui. La BOJ qui va normaliser, mais alors très graduellement. Et donc c'est là où c'est assez paradoxal, c'est qu'on n'a plus ces questions de politique monétaire qui vont nous driver comme on les a eues dans les dernières années. Tout le monde est au point bas. Mais en réalité, on va avoir du mal à aller chercher les scénarios à la hausse ou à la baisse. Et du coup, c'est cette question sur le taux long. Quand on perd cet ancrage d'anticipation des taux courts sur les taux longs, qu'est-ce qui se passe sur la partie longue de la courbe? Et je pense que c'est plutôt ce point-là. Cette question de visibilité politique qui va être le vrai sujet. M'explique que beaucoup d'investisseurs raccourcissent évidemment la duration. Enfin, là, il faut rester sans doute assez court en duration, mais on le voit même dans les émissions des différents trésors américains, mais en Europe, on émet sur du moins en moins long. On cherche à raccourcir ces échéances. Ça laisse les parties longues de courbe beaucoup plus sujettes à la volatilité, à une volatilité structurelle, Gabriel. Tout à fait. Avec un aspect. Il y aura moins d'acheteurs naturels, c'est ça, sur ces parties-là. Et ce sera davantage un pari d'aller le prendre en pariant sur un reflux macroéconomique, sur certains scénarios géopolitiques négatifs, et à l'inverse, sur un scénario standard, avec une duration bien sûr beaucoup plus courte. Et la problématique de ça, c'est que ça va pousser la prise de risque de crédit plus important dans les portefeuilles, dans un contexte où on sait que les choses peuvent se retourner assez rapidement. Je pense en particulier au high yield américain. Donc voilà, on reste prudent sur cette partie taux. Ça explique aussi que pas mal d'investisseurs reviennent positifs sur les actions et chargent davantage dans les portefeuilles. Mais effectivement, sur les taux longs, ce qu'on a vu récemment au Japon, n'y est pas du tout à l'abri du côté US en particulier. Moins sur les taux européens. Quand on voit la dynamique globalement aussi bien de croissance, d'inflation et les messages qui sont passés par la BCE, je pense que le risque est bien moindre, en tout cas du côté Union européenne. Sur le Japon, sur la séance du 20 janvier, on voit du 30 ans, 40 ans qui s'envolent de 30 points de base. Effectivement, et j'ai vu le chiffre après, on me l'a bien rappelé, pour mettre les choses en perspective, c'est quelques centaines de millions de dollars qui se sont échangés sur ces parties super longues de courbe. C'est un marché qui est encore assez... qui se rouvre à peine, quoi, pour dire les choses. Mais continuez sur le Japon. Comment vous regardez le cas d'investissement japonais avec ce fameux Takaishi Trade, Gabriel? Est-ce que les actions japonaises méritent encore plus de place dans les portefeuilles, ou est-ce qu'on est déjà presque aux limites de ce Takaishi Trade, donc la baisse continue du yen, qui semble s'être arrêtée là depuis 24 ou 48 heures, l'envolée des taux longs, mais la contrepartie positive, c'est une belle hausse des actions. Je vais prendre une position facile et répondre non. Non, parce que c'est pas la fin. Sur les valorisations actuelles, alors non, c'est la fin. Non, c'est la fin, non, d'accord. On ne se positionne pas davantage sur les actions japonaises qui ont déjà eu un comportement assez historique en 2025, qui s'est poursuivi là sur le début d'année, et avec un yen qui est historiquement bas. De plus en plus d'économistes, de plus en plus d'intervenants de marché considèrent que le Takaishi Trade aujourd'hui a ses limites et une probabilité de se réaliser, c'est-à-dire la possibilité de financer toutes les mesures qui sont proposées par Takaishi en cas de majorité plus marquée de sa coalition. Donc une probabilité qui est assez basse, c'est notre avis également. Et dans un contexte où on s'expose à beaucoup de surprises géopolitiques, le yen reste un hedge. Reste une devise, surtout sur les niveaux actuels, qui est assez intéressante. Et si à l'inverse, on parie sur un rebond du yen, ça veut dire un effet qui peut être très significatif sur les actions japonaises. Donc, voilà, on a plutôt envie aujourd'hui d'acheter la devise que les actions. Une devise qui monte, c'est forcément négatif pour le marché action, Gabriel, dans le cas japonais, en l'occurrence. Dans le cas japonais, oui. Ça peut pas être vous imaginez pas, parce que c'est l'autre scénario de sortie par le haut du Japon. L'idée de la reflation, c'est-à-dire la devise se renchérit, on retrouve un peu de productivité, de l'investissement.
C'est un scénario qui est selon nous peu probable Ouais. dans une économie qui est extrêmement bien sûr exposée aux exportations. C'est vrai. Et une économie aussi exportatrice que l'économie japonaise souffre tout de suite Forcément. dès que le yen se renchérit. Généralement, je parle sous votre contrôle aux gens de marché, mais quand le yen devient un one-way trade et qu'il se retourne, c'est pas pour 1 ou 2 pips, quoi. Ça peut vite faire quelques figures et donc faire assez mal, quoi. Tout à fait. Historiquement, c'est le cas. Il suffit de Ouais. regarder le comportement du yen sur 30 ans, et en particulier juste avant les grandes crises. Je pense à l'éclatement de la bulle Internet, je pense évidemment au subprime. C'est vrai également plus récemment avec le Covid. Mais On voit une phase de réappréciation du yen, vous voulez dire, juste avant ce moment-là. qui est très violente, Ouais. qui impacte encore plus les actions japonaises, puisque leurs fondamentaux s'érodent également dans ces phases de crise. Et on peut considérer sur les niveaux actuels, en tout cas c'est mon opinion, le yen comme un cas de bond. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur une Donc devise les obligations catastrophes émises Ouais. par les réassureurs, voilà. Donc c'est vraiment le hedge ultime, quoi. qui a coûté à pas mal de monde, Ouais. tant que la catastrophe ne s'est pas produite. c'est ça. Mais je qui reste donc un hedge très important en cas de surprise financière ou géopolitique. Ah ouais. Bon, bah, très bien. La question étant toujours de comment se diversifier quand les encres bougent. Bon, une encre peut-être qui est en train de revenir, là, c'est celle du yen aujourd'hui. Sur la macro japonaise, alors, il y a l'inconnu des résultats électoraux du 8 février prochain, mais ce scénario de reflation, il est installé pour se développer encore, ou il y a un risque que ça fasse pchit à un moment? Alors, pchit, je ne sais pas, mais ce scénario de reflation, et en particulier le comportement des taux longs japonais, est quand même assez surprenant, parce qu'il y a quelques années, ça commence à remonter, on parlait de japonisation pour nous expliquer que c'était normal que les taux longs japonais soient si bas, et on disait ça pend au nez tous. en Europe parce Oui. qu'on devient vieux, Bah, on ça. devient comme les Pas- Japonais. Et donc, brusquement, d'avoir ces taux qui remontent, alors 30, 40 ans, oui, mais également le 10 ans, Oui, qui bien a sûr. des De 30. voilà, oui. C'est quand même un peu troublant, quoi. Que ce soit tout un Taikashi trade, ça. Oui, parce que la Voilà. démographie japonaise n'a pas changé Non. entre-temps, on Non, est non, bien non. d'accord. Donc voilà, il y a quand même cette question, et d'autant plus que la dette japonaise est toujours détenue par les Japonais via la poste. Donc ça n'a pas changé, et pourtant on a eu ce mouvement très très violent, accompagné donc de cette baisse du yen qui fait bruisser les marchés d'éventuelles interventions sur le marché des changes. Alors là, honnêtement, je ne sais pas si ça va avoir lieu. C'est toujours des opérations très compliquées à réussir pour les banques centrales, pour les ministères Là, des c'est le Finances. ministère des mais Finances voilà. au Japon qui intervient. Mais malgré tout, Le point la notable de Banque ces rumeurs, c'est Voilà. même un peu plus que des Non, non, rumeurs, c'est c'est qu'il y a plus des l'idée rumeurs. d'une coordination avec le Voilà. Trésor américain. C'est encore plus Et là, on se difficile. dit, ah oui, C'est encore plus difficile de se coordonner. Voilà. Et puis on sait que les mouvements, ça a été rappelé, les mouvements brusques d'appréciation du yen, ça a pu avoir des conséquences pas très très agréables pour les marchés financiers. Donc c'est évidemment quelque chose à surveiller qui me paraît malgré tout, en tout cas l'ampleur des mouvements me paraît malgré tout décorrélée de la macro japonaise, qui souffre toujours d'une consommation intérieure un petit peu palote, dirons-nous. Et Takeshi promet d'améliorer la situation. On va baisser la fiscalité sur les produits de première nécessité, les produits alimentaires, etc. Les produits alimentaires, d'ailleurs, ça c'est lié. Alors, hormis le riz et encore, c'est beaucoup lié au niveau du yen, puisqu'il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont importés au Japon. Ouais. Donc c'est une situation compliquée, après qui ne présage pas de ce que peut faire la bourse, les actions japonaises par ailleurs, puisque là aussi on a des valeurs technologiques, etc. Mais la situation macroéconomique reste finalement assez peu lisible. Ok, on est sorti de la déflation, mais de quelle façon? Peut-être pas de la meilleure des façons. Et pour combien de temps? Ça non plus, c'est pas certain. Je reviens sur le champ des devises, Gabriel. Est-ce que ce que vous décrivez sur le yen, est-ce que c'est aussi une possibilité pour d'autres devises asiatiques? C'est-à-dire que dans la phase de baisse du dollar 2025, là sur les 6 premiers mois de 2025, oui, on voit le dollar baisser contre toutes devises, mais quand on regarde avec un peu de finesse, c'est l'euro surtout le dollar a surtout baissé contre une monnaie majeure comme l'euro, par exemple. Moins contre d'autres devises asiatiques. Est-ce que là, effectivement, 2026, c'est l'heure de la réappréciation de ces devises asiatiques contre dollar, plus que sur la parité euro-dollar en tant que telle?
Là-dessus, sur ce raisonnement, je dirais qu'il y a un problème, c'est le poids des investisseurs dans chaque devise. Le poids des investisseurs japonais et des investisseurs en yens est toujours très important. Vous me direz, la Chine a eu largement le temps d'émerger sur les 20 dernières années. C'est aussi le cas. La différence, et je mettrais vraiment trois situations différentes, c'est-à-dire celle des investisseurs japonais et du yen, celle de la Chine et celle du reste des autres pays de l'ASEAN, pays asiatiques. C'est du point de vue des investisseurs japonais. Là-dessus, je pense qu'on est dans un scénario qui est très particulier, compte tenu du niveau actuel du yen, compte tenu du programme économique des politiques japonais, et qui est très différent du reste des pays asiatiques. Sur la Chine, la volonté de rester une économie d'export fort, malgré ce qu'on a pu espérer du côté du consommateur chinois. En tout cas, c'est pas demain la veille. Et sur les prochaines années, on va rester sur une volonté de corréler très fort le won avec le dollar pour ne pas pénaliser les exportateurs chinois. Du côté du reste des pays asiatiques, leur poids en tant qu'investisseur est, à mon sens, trop faible pour qu'on ait une corrélation avec ce qui se passe au Japon. Et à l'inverse, je pense que si le dollar part à la cave et donc ce qui peut renchérir les actions japonaises, on aura un mouvement similaire, potentiellement avec plus de volatilité du côté des autres pays asiatiques. Ouais, d'accord. Bon, avec derrière des très belles performances pour ces actions asiatiques à travers 2025. Parlons un peu de l'Europe, peut-être, Léa. Là aussi, il y a quand même des perspectives plus positives désormais pour l'Europe, avec le plan allemand notamment. La question étant, est-ce que ce sursaut, ce réveil européen qu'on commente, qu'on décrit à travers l'idée d'une souveraineté élargie, pas simplement sur le champ de la défense, mais sur d'autres domaines industriels ou d'autonomie stratégique, est-ce que là aussi, est-ce que c'est une réalité tangible à la fin de l'histoire, ou est-ce qu'on est encore dans un espèce de fantasme ou de mythe d'une autonomie stratégique retrouvée pour l'Europe ? Alors, il y a deux questions. Là. Il y a la question plutôt potentielle croissance et puis les questions moyen terme. Potentielle croissance, il faut rappeler que cette année, avec une projection de croissance à 1,4 pour la zone euro, la zone euro est au potentiel. L'inflation est à la cible, la BCE a normalisé. On peut s'en féliciter. Job is done. Le point qui est important, c'est que quand on essaie de poser un peu les éléments clés des scénarios, on voit bien qu'aux États-Unis, on a l'effet IA productivité. Côté Chine, on a effectivement le côté stratégique, exportation. En Europe, c'est là où c'est assez paradoxal, c'est quand vous regardez aujourd'hui, les indicateurs sont à peu près tous au beau fixe. Ça fait 2 mois que les indicateurs de confiance se reprennent. Nous, c'était nos seuils de bascule pour savoir si la croissance accélérait ou pas. On a passé ces caps-là, que ce soit les enquêtes nationales, les enquêtes européennes. L'inflation, alors même si elle est différente entre les pays, mais l'inflation revient à une cible, permet une reprise du revenu réel. Il va y avoir la transmission BCE, le crédit reprend. Donc, quand on combine tout ça ensemble, on a envie de dire, ok, ça y est, tout ce qu'on attendait l'année dernière, au final, se positionne. Les planètes sont alignées. Exactement. Et puis, face à ça, en gros, vous avez des pavés de contraintes structurelles. Les contraintes structurelles de productivité faible, d'inertie, toute la séquence de Macron à Davos, toutes les contraintes extérieures, que ce soit la politique américaine, le stop sur le Groenland, effectivement, il va revenir d'un côté ou d'un autre. Moi, ce qui m'étonne, c'est que cette question sur la Corée du Sud, on ne l'ait pas eu en Europe. Et pourquoi pas On a eu droit à notre menace tarifaire aussi, passagère, mais c'est un peu ce sentiment-là. C'est-à-dire que, en fait, les planètes s'alignent sur notre dynamique et notre cycle conjoncturel. On est effectivement dans une situation qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Mais par contre, le bloc de contraintes extérieures qui peut freiner ça est extrêmement important. Et donc, c'est un peu ça la séance cyclique 2026. C'est-à-dire que ça va bien si tout le reste est à peu près ne change pas. Bouge pas trop. Mais par contre, effectivement, à moyen terme, il y a une vraie capacité pour l'Europe à augmenter. Alors, est-ce qu'on va aller sur une croissance potentielle au-delà de 2,5 ? Peut-être pas, mais on voit bien que toute cette séquence et cette géopolitique qui rentre maintenant dans notre macro, c'est effectivement la défense est un sujet, les investissements sont un sujet. Alors on parle beaucoup du plan allemand, en réalité c'est le restant des plans NGEU. Je le rappelle, si on prend tous les plans NGEU qui doivent normalement arrêter cette année, il y a à minima 150 milliards qui arrivent. Donc toute cette question, l'Italie, l'Espagne, on continue encore pendant quelques trimestres, et donc on a une impulsion
même s'il y a des contraintes budgétaires pays, on a l'impulsion de l'investissement public, des taux qui sont bas, une transmission de politique monétaire qui arrive, des investissements de long terme qui sont engagés et qui sont là pour durer. Et donc, en réalité, c'est plutôt est-ce que les contraintes externes nous freinent, mais il y a un mouvement de temps long sur l'Europe qui est en train de se faire. Est-ce que ce sera très positif? J'en sais rien, mais en tout cas, les planètes commencent à s'aligner pour l'instant. Vous évoquiez tout à l'heure les fonds autour de la souveraineté. Nathalie, effectivement, c'est des stratégies qu'on voit fleurir sur le marché. Les gérants, les investisseurs y croient. En tout cas, voient qu'il y a là une opportunité quand même pour investir. Sur le plan macro, ça revêt quand même une forme de réalité pour vous aussi, Nathalie. Ça commence. Alors, là aussi, ça a commencé par la microéconomie, mais ça commence à se voir sur le plan macro. Un graphique très simple qu'on peut faire, c'est regarder les niveaux des PMI manufacturiers dans la zone euro et le niveau de la production industrielle. Et bien, cette production industrielle, à la fin de l'année, on n'a pas encore le chiffre de décembre, elle était supérieure à ce que permettait d'imaginer le niveau des PMI. Donc effectivement... Donc c'est lié à de la réindustrialisation, du reshoring, des chaînes de valeur qu'on a remontées en Europe. Absolument. En plus, ce sont des plans sur plusieurs années, presque une décennie. Donc ça donne de la visibilité précisément aux entreprises. Et c'est vrai que le climat autour, avec des taux de la BCE relativement bas, qui ne vont pas monter en tout cas... C'est vraisemblablement pas baisser, mais pas monter tout de suite. Oui. Et c'est important. Et c'est important que la BCE fasse d'ailleurs passer ce message, parce que ça, c'est aussi important pour les entreprises pour prendre leurs décisions. C'est d'ailleurs vraisemblablement, peut-être à cause des discours, des propos d'Isabelle Schnabel en décembre, que l'indice IFO est encore un petit peu faiblard. Donc le climat des affaires en Allemagne. Le climat des affaires en Allemagne, on sent un certain scepticisme des chefs d'entreprise, alors qu'il y a malgré tout des bonnes nouvelles qui arrivent. On peut imaginer un cercle vertueux finalement autour de ce thème de la souveraineté, qui recoupe la défense, mais aussi d'autres thèmes qui sont finalement ceux que listait Draghi dans son rapport, et avant lui Enrico Letta et Noyer, et tant d'autres. Tant d'autres, les 5 présidents. Les rapports, ils sont là. Mais finalement, on y est peut-être. Plutôt que d'avoir fait un grand emprunt national pour la défense, finalement, ces fonds de souveraineté vont peut-être détenir la clé d'une nouvelle étape pour l'Europe. Pour la construction européenne. Sur le plan des marchés, qu'est-ce que ça veut dire pour 2026, Gabriel? Sachant que quand même, j'ai l'impression que la partie cyclique des marchés actions a déjà bien progressé, quoi. C'est-à-dire le rapport entre cyclique et défensive est quand même très à la faveur des cycliques. Est-ce qu'on a déjà tout anticipé de cette histoire européenne, ou est-ce qu'il faut rester avec un tilt cyclique là dans les portefeuilles d'actions européennes? On a vu un début de rattrapage sur le début d'année, avec des États-Unis qui ont plutôt progressé sur la value d'ailleurs, mais une Europe qui, à l'inverse de 2025, a progressé plutôt sur la croissance, et une value qui a plutôt, et donc des cycliques qui ont légèrement sous-performé, donc avec une petite exception sur le secteur financier. Pour nous, sur la partie financière, en tout cas, on pense que le mouvement va plutôt continuer à la faveur de l'implémentation de deux choses. C'est l'union des marchés de capitaux, en l'occurrence, et les avancées qu'on peut avoir sur l'union bancaire. On peut avoir de bonnes surprises de ce côté-là. Sur le reste, du côté européen, on va quand même être assez prudent. On reste investi sur la santé, sur l'industrie européenne, parce que on a encore pas mal de dry powder sur l'investissement et les aides publiques justement à l'investissement en Europe. Mais on reste, compte tenu de ce qui se passe, de l'environnement général et du poids des États-Unis dans les décisions géopolitiques, dans les négociations sur les tarifs, on reste quand même surpondéré plutôt du côté américain. Mais avec une vision différente du marché peut-être, américain. Tout à fait, très lié à l'IA, évidemment, puisque c'est la discussion qu'on avait il y a un mois sur le fait, va-t-on voir après les annonces les investissements sur la partie intelligence artificielle? Et en pratique, c'est plutôt le cas. Ça délivre de ce côté-là, et on attend ensuite les gains de productivité. Et là, c'est multisectoriel. C'est pas uniquement du côté des acteurs de l'IA. Les winners et les losers seront partout dans tous les secteurs. Bon. On a les rendez-vous de la tech américaine juste devant nous, effectivement, pour y voir un peu plus clair. Mais on a déjà eu des communications d'un TSMC sur des plans de CAPEX qui sont confirmés à 56 milliards de dollars quasiment sur l'année à déployer en investissement en capital pour un groupe taïwanais, en l'occurrence, comme TSMC. Merci à vous trois. On s'arrêtera là pour ce soir. Gabriel Karaboulad, Neuflize, OBC, Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management et Léa Dauphas, TAC Economics.